Bonjour, je suis Boulan Martinet, je suis chasselatier à Moissac, plus précisément à Piac, et aujourd'hui je vais vous expliquer la taille du chasselas. Pour comprendre la taille, il faut connaître les termes précis pour technique de la vigne. Donc nous avons le cep de vigne, nous avons ce que nous appelons la flèche et les sarments. Donc la flèche, c'est un ancien sarment de l'année dernière, c'est là où nous avons eu tous les raisins. Le principe de la taille, ça va être de sélectionner un sarment qui a poussé l'année dernière sur du bois de l'année dernière. Donc ça fait que je sélectionne celui-ci qui est bien placé, parce que je vais flécher vers le bas. Je le nettoie en laissant une dizaine de bourgeons. Je vais couper l'ancienne flèche et laisser ce qu'on appelle un courson. Ça sera le renouvellement pour l'année prochaine. C'est-à-dire que l'année prochaine, le bourgeon qui est sur le courson donnera un sarment qui donnera la flèche que je sélectionnerai dans 2 ans pour tailler. Et je laisse 10 à 12 bourgeons sur la flèche et je passe à la suivante. Je suis équipé de sécateurs électriques qui facilitent grandement le travail parce qu'avant tout se faisait, on va dire, il y a 30 ans avec des sécateurs à main, depuis avec des sécateurs pneumatiques et maintenant la moitié des chasselatiers nous sommes équipés au moins de sécateurs électriques qui permettent un travail rapide, précis et pratique. Donc, en général, on est une exploitation familiale, donc nous taillons souvent à 2 ou 3 ensemble. C'est-à-dire la taille est surtout faite par la famille et ensuite les travaux pour sortir les sarments, ça on le fait faire par des saisonniers. Et ensuite le fléchage qui est un peu particulier à faire, là ce sont souvent les femmes de la famille, on va dire, qui le font. Mais tout le monde peut être capable de le faire. Pour être plus précis, la taille que nous faisons, c'est la taille guyot, donc c'est-à-dire laisser un courson et un sarment qui fait la flèche. La taille de la vigne à vin est différente, c'est une taille cordon où on laisse que 2 bourgeons sur l'ancienne flèche, et ça c'est une taille qui est assez préjudiciable, qui ne fait pas de bonne qualité pour le raisin de table. Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous nous trouvons sur les vignes de l'exploitation familiale sur les coteaux de Moissac. Donc aujourd'hui il fait beau, le printemps est arrivé, donc la vigne a poussé et je vais vous présenter la première étape du printemps au niveau de la production de chasselas de Moissac. Prenons exemple sur ce pied. Donc sur ce pied, mon objectif c'est d'obtenir 10 jolies rames pour avoir une production de qualité, parce qu'on peut s'apercevoir qu'il y a 2 raisins sur chaque rame, donc il m'en faut 10 pour avoir une charge optimale sur ce pied de vigne. Pour commencer, je vais tout d'abord éliminer toutes les pousses qui partent à ras de terre, qui ne m'intéressent pas au niveau de ce pied de vigne. Quand cette étape est faite, je vais ensuite éliminer les pousses qui sont soit plus petites ou soit qui n'ont pas de raisin dessus. Passé cette étape, je vais commencer à compter
le nombre de pousses restantes sur ce pied. En l'occurrence, sur ce pied, j'en ai 11, soit une de trop. Je vais donc supprimer celle qui me semble la moins adaptée au renouvellement du pied de vigne par la taille l'année prochaine. En l'occurrence, celle-ci. J'ai donc ici 3 pousses qui vont éventuellement me servir de taille pour l'année prochaine pour obtenir ce bois qui aura donc 1 an l'année prochaine. C'est à ce moment-là que l'on détermine le nombre de pousses et donc le nombre de raisins que l'on va laisser sur chaque souche. Et c'est ainsi que l'on va déjà déterminer le potentiel de production de notre parcelle. En fonction des terrains, on va laisser plus ou moins de pousses selon si on veut faire produire plus ou moins notre parcelle, toujours en tenant compte du cahier des charges de l'AOP Chasselas de Moissac. C'est une étape qui n'a pas changé depuis des générations. On effectue toujours les choses de la même manière, il n'y a pas de machine, c'est une étape complètement faite à la main, ce qui rend l'opération assez technique. L'intensité de l'épamprage va varier selon le terrain, selon le terroir, selon le clone ou le porte-greffe de la vigne, et ça, c'est le producteur qui connaît bien sa parcelle, qui connaît bien son terroir et qui va apprécier le nombre de bourgeons qu'il va laisser sur chaque souche de vigne. Cette opération est également technique puisque c'est à ce moment-là que l'on va déjà laisser les sarments qui vont être bien placés pour être fléchés l'an prochain, donc qui vont servir de support à la production de l'an prochain. D'où l'importance de conserver les pousses au bon endroit et au bon diamètre aussi, à la bonne vigueur. Prenons par exemple ce pied. Lors de l'opération d'épamprage, je vais me concentrer à regarder également quelles pousses vont être fléchées l'an prochain. Donc c'est-à-dire quelle de ces pousses-là va me servir de flèche comme ceci pour l'an prochain. Donc en l'occurrence sur celle-là, cette pousse-là, mal orientée vers ici, aura du mal à se courber pour l'année prochaine dans ce sens-là. Elle risque de casser à cet endroit-là. Donc je vais éviter de la conserver pour tailler l'année prochaine. Nous sommes en train de terminer le palissage. Voilà. Puis ensuite, nous enlevons les entrecœurs, les petites repousses qui sont à côté des feuilles, afin d'aérer les grappes. Et par la suite, nous passerons à ranger, faire suspendre les grappes pour qu'elles prennent le soleil et qu'elles soient bien aérées. Voilà, afin d'être le plus possible en appellation, qu'elles aient une couleur uniforme. Le palissage, ça consiste donc à mettre, vous voyez, la rame entre les deux fils de fer. Nous entrelissons, voilà, de façon à ce qu'elle soit droite. Donc ensuite l'entrecœur. Est-ce que c'est un geste qui se fait depuis longtemps ou on a appris cette technique récemment? Non, c'est une technique qui se fait depuis longtemps, depuis toujours d'ailleurs. Et quel est l'avantage de le faire justement? De faire le palissage? Oui, le palissage. Ben, c'est pour éviter que toutes les rames tombent au sol. Et le raisin est beaucoup plus joli. Enfin, ça évite quand même que le raisin soit tout entortillé. Vous voyez, quand les rames sont droites,
Après, il est plus facile, que ce soit au second passage, de voir les entrecœurs, de ranger les grappes, elles sont suspendues, donc beaucoup moins de travail. Alors que si c'est un peu n'importe comment, déjà le raisin prend moins la couleur, est moins aéré, donc moins joli, moins de qualité. Nous enlevons les entrecœurs et nous allons faire un dernier passage donc pour bien ranger les grappes et après on ne touche plus jusqu'à la maturité du raisin. Sauf évidemment s'il y a des souches trop chargées, nous allons quand même éliminer les grappes qui ne correspondront pas à l'appellation. Alors une grappe appelée à l'appellation sera une grappe aérée, avec des grains aérés. Bon, encore il est un petit peu tôt, mais bon, il faut que les grains soient quand même très espacés pour qu'il y ait une belle grappe qui corresponde à l'appellation. Après, celle-ci par exemple est un peu plus serrée, donc il n'est pas dit qu'elle corresponde à l'appellation, donc elle sera déclassée en deuxième catégorie. Puis il y a aussi la grappille, celle-ci, donc des petites grappes, des grappillons que les gens aiment bien manger pour grignoter, tout aussi bonnes, mais qui ne correspondent pas à la OC. C'est pas mécanisé, tout est manuel. Dans le chasse-là, tout est manuel. Du palissage, de l'épamprage, tout est manuel. À part l'essimage, qui par la suite avec une machine, bon, on essime, donc on décapite les rames qui sont très hautes. Voilà. Il est compté quand même 1200 heures par hectare dans le palissage, minimum, dans le palissage. Après, il y a enlever les repousses qui sont par les ceps, ranger les grappes, enfin c'est tout, voilà. Il y a beaucoup de travail dans la vigne. Et puis il y a toujours des nouveaux insectes, notamment le thrips, notamment de la cochenille sur les rames. Bon, mais après c'est plus dans des variétés spécifiques comme le centennial ou le dallas. Il y a quelques années on n'en trouvait pas. Et toutes ces maladies arrivent, donc c'est pour ça qu'aussi d'enlever les entrecœurs et d'aérer les grappes, ça permet aussi une bonne pénétration des traitements, que tout soit bien nettoyé sanitairement. Pourquoi cueille-t-on le chasselas? Nous procédons donc au ramassage, mais on parle plutôt de cueillette, pas de vendange. Les vendanges, ce n'est uniquement que pour le raisin de cuve, et nous procédons à la cueillette car c'est du raisin de table. Nous procédons donc à la cueillette. Nous commençons à ouvrir le filet par grêle pour dégager les souches. Nous ramassons grappe après grappe avec des ciseaux et nous mettons ces grappes dans des clés. Les clés sont ensuite portées à la station où le raisin est emballé, préparé, conditionné en fonction des commandes. Ce qu'il faut retenir, c'est que la récolte, ou la cueillette, si vous préférez, démarre début septembre et peut se terminer fin octobre. Elle dure environ 2 mois, mais bien sûr, nous sommes dépendants des aléas climatiques, des excès de pluie, des excès de chaleur. Aussi, nous sommes tributaires du personnel. C'est parfois difficile de gérer beaucoup de personnes. C'est un métier magnifique, mais c'est un métier aussi difficile. Nous sommes aussi tributaires des commandes. Les demandes ne sont pas forcément identiques tous les jours. Nous avons des zones creuses et des zones pleines et il faut lier tout ceci. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui le 10 septembre, les cours étaient plutôt bas, les commandes étaient plutôt petites. Finalement,
vers 11 h, les commandes sont tombées. Il a fallu emballer beaucoup de plateaux en peu de temps, puisque les commandes sont tardives, mais les départs sont de plus en plus tôt. Donc il faut gérer le personnel, gérer l'infrastructure tous les jours et s'adapter au marché. Le chasselas de Moissac peut se déguster frais, mais aussi nous pouvons le cuisiner. Franck du Pont Napoléon va vous présenter une recette. Bonjour à tous, bienvenue au Pont Napoléon et plus spécifiquement à la table de nos fils, le restaurant. Aujourd'hui, mon second Dylan et moi-même allons mettre à l'honneur le chasselas dans une recette que nous appelons le macaron salé à ganache de roquefort et chasselas. Alors afin de réaliser cette recette, il va vous falloir utiliser les ingrédients suivants. 130 g de poudre d'amande, 120 g de sucre glace, 120 g de blanc d'œuf, de préférence des blancs d'œuf qui ont 48 heures. Ensuite, il vous faudra une cuillère à café de sel et une cuillère à café de poivre. Nous allons mélanger dans un premier temps la poudre d'amande et le sucre glace. Mais avant cela, il faut la passer au tamis afin d'éviter toute formation de boules ou qui pourrait affecter l'homogénéité du macaron. Donc dans le cas présent, je mets dans un tamis les 130 g de poudre d'amande et je ne vais mettre que la moitié du sucre glace car l'autre moitié me servira pour les blancs en neige. Donc l'opération est très simple, un tamis et on passe. Le mélange effectué entre votre poudre d'amande et votre sucre glace, vous rajoutez juste la cuillère à café de sel, vous rajoutez votre cuillère à café de poivre, ensuite vous prenez vos blancs neige, les 120 g, et vous les battez très fermement, c'est-à-dire qu'il faut plus ou moins 10 minutes de travail au robot pour pouvoir avoir des blancs très fermes auxquels vous aurez incorporé en 1, 2 ou 3 fois les 65 g de sucre glace. Ensuite, vous prenez votre poudre d'amande, vous prenez vos blancs en neige et vous allez les mélanger progressivement. Quand je dis progressivement, on va utiliser une technique qui s'appelle maraconiser. Cela signifie que nous allons circulairement mélanger les blancs en neige et la poudre d'amande. Attention, je le répète, n'hésitez pas, il faut mélanger tiers par tiers afin que vos blancs en neige ne retombent pas. Le mélange, une fois effectué entre vos blancs d'œuf, votre poudre d'amande et votre sucre glace, vous prenez le mélange, l'appareil,
et vous le mettez dans une poche à douille, en plastique généralement, mais il y a bien d'autres modèles, qui est en fait se termine par une douille. Une douille ronde de préférence, il ne faut pas utiliser de douille cannelée. Ensuite, vous prenez une plaque sur laquelle vous posez du papier sulfurisé. Si vous n'avez pas ça à la maison, ce n'est pas un souci. Vous prenez une plaque du four, vous mettez du beurre, vous mettez de la farine, vous chemisez de telle façon à ce que ça n'accroche pas. Et ensuite, vous faites des cercles pour pouvoir réaliser vos macarons. Voilà. Le macaron ainsi réalisé est prêt à sécher. Le macaron doit sécher plus ou moins à l'air libre une petite heure. Avant de le mettre en sèche, il y a juste 2-3 petites manipulations à faire, pas très compliquées. Il suffit juste de taper quelques fois sur le bord d'une table afin que votre macaron s'écrase un peu, s'affaisse et que les bulles d'air qui pourraient être à l'intérieur s'échappent. Cette opération effectuée, on laisse le macaron sécher pendant 1 heure. Vous saurez que votre macaron est sec et prêt à enfourner quand en posant le doigt dessus, vous ne retirerez que quelque peu de matière sur votre doigt. Nous allons donc vérifier que les macarons sont bien prêts à enfourner. En effet, j'ai très peu de matière, donc nous allons enfourner les macarons dans un four préchauffé à 150 degrés. En fonction des fours, il va falloir faire attention à la cuisson. Généralement, sur un four à 150 degrés, on compte 10 à 12 minutes. Mais chacun a son propre four, donc vaut mieux rester à côté. Et lorsque vous voyez la collerette se dessiner au niveau de votre macaron, généralement 2 à 3 minutes après, il est prêt à être sorti du four et mis au refroidissement. Bonjour, je me présente, je suis Dylan, le sous-chef du restaurant La Table Non-Office au Pont Napoléon à Moissac. Je vais vous présenter et vous faire réaliser la ganache Roquefort et chasselas qui va garnir nos macarons que le chef a réalisés au préalable. Pour commencer, il nous faut peser nos ingrédients, donc c'est simple, ça se compose de crème cheese que vous avez juste ici, de Roquefort que vous avez juste là, et de chasselas que j'ai passé au four préalablement. Donc nous avons 150 g de crème cheese, 100 g de Roquefort et 100 g de chasselas. Nous allons tout de suite mélanger les deux premiers ingrédients, c'est-à-dire le crème cheese et le Roquefort. Alors, nous mélangeons tout ça à la maryse afin d'obtenir quelque chose d'homogène. Une fois que la pâte, l'appareil, c'est-à-dire le mélange, la ganache, commence à prendre légèrement et avoir de l'homogénéité, nous allons rajouter tout doucement le chasselas, en petite quantité au départ, histoire de vérifier que la ganache ne retombe pas et ne devienne pas trop liquide à cause du jus du chasselas. Il faut bien insister sur les grains de chasselas, histoire de les faire exploser pour en retirer tout le jus. Une fois que vous avez obtenu un mélange homogène, vous le laissez refroidir 1 heure à 2 heures au frigo, histoire qu'il soit bien pris pour pouvoir incorporer dans nos macarons au préalable.